1996. Pokémon Rouge et Vert viennent de sortir au Japon. Là-bas, les jeux ne rencontrent pas tout de suite le succès qu'on leur connaîtra. Pokémon n'a encore rien d'un phénomène de société et pourtant, Satoshi Tajiri et sa petite équipe de développeurs s'attellent déjà à une suite. Ce projet, il le nomme Pokémon 2. Avec une sortie programmée d'abord pour 97, les jeux ne paraîtront qu'à la fin de l'année 99. Pourquoi les développeurs ont été contraints de repousser l'échéance à plusieurs reprises? Comment le succès phénoménal des jeux originaux et la Pokémania qui s'en est suivie ont impacté le développement de Pokémon 2? Quelles ont été les difficultés à surmonter pour créer une suite au niveau de Pokémon Rouge et Vert? On a des bails à translucider. Retour sur la création chaotique, tumultueuse et passionnante de Pokémon Or et Argent. À peine les versions rouge et verte mises en rayon au Japon, que Satoshi Tajiri et sa petite équipe de développeurs chez Game Freak se lancent dans la suite du projet Pokémon. Avec 40 monstres laissés de côté pendant le développement des premières versions, il y a tout de suite matière à travailler sur ces nouveaux jeux, envisagés comme les derniers de la série. En effet, à ce stade, Tsunekazu Uchiha, producteur des jeux et tête de l'entreprise Creature, qui gère à l'époque le business autour de Pokémon, voit ces suites comme un point d'orgue pour les monstres de poche. J'œuvrais en me disant qu'après la sortie de Pokémon 2, mon travail en ce qui concerne Pokémon serait terminé. Pour moi, Or et Argent était la ligne d'arrivée. Les opus en préparation sont destinés à compléter et achever un diptyque initié avec Pokémon Rouge et Vert. En mai 96, après 2 mois plutôt faibles en termes de vente, le phénomène Pokémon décolle d'un coup au Japon. La fenêtre est idéale. Game Freak profite de cet engouement croissant autour de leur travail pour communiquer sur le projet suivant. Pokémon 2 est officiellement annoncé dans le numéro d'août du CoroCoro, 5 mois seulement après la sortie des versions Rouge et Verte. Ho-Oh y est officialisé comme premier Pokémon de la deuxième génération et surtout comme mascotte du jeu. Il est annoncé qu'on pourra capturer le Pokémon du dresseur adverse et le CoroCoro en profite pour teaser une nouvelle évolution un petit tard. Mais enfin, et surtout, le magazine annonce une sortie de Pokémon 2 pour 1997. Le problème avec ce teasing précoce, c'est que le développement prend du retard dès le début. Game Freak vient à peine de se lancer sur Pokémon 2 qu'on leur commande une version complémentaire à Pokémon Rouge et Vert. Pokémon Bleu. Et l'ennui, c'est que dans les studios de Satoshi Tajiri, on ne trouve que 4 programmeurs. Forcément donc, on se recentre sur Pokémon Bleu. Pour cette version améliorée, l'équipe s'occupe de corriger les bugs de Rouge et Vert, tandis que les graphistes consacrent leur temps à créer de nouveaux sprites. Résultat, le projet Pokémon 2 avance au ralenti pendant plusieurs mois. Pokémon Bleu finit par sortir le 15 octobre 96, distribué par le biais d'un numéro spécial du CoroCoro. Chez Game Freak, on peut enfin souffler, et le travail sur Pokémon 2 reprend. 6 mois passent. En avril 97, l'anime Pokémon est lancé au Japon. Ho-Oh apparaît à la fin du premier épisode dans une scène qui marquera toute une génération. Au même moment, dans la presse japonaise, de nouvelles créatures font la couverture du magazine Microgroup. Aux côtés de nouveaux dresseurs, on retrouve un tyrannosif quasiment similaire à sa version finale, une tortue qui n'apparaîtra pas dans la version Or et Argent, mais qui évoque une version terrestre de Carapagos, Pokémon de 5ème génération. Quant à la dernière créature, elle semble avoir servi de prototype à Melo dans le design de sa partie supérieure, et à Capoeira pour la partie inférieure. Dans ce qui a tout l'air d'être une campagne de teasing qui s'organise, les premières images du jeu finissent par tomber un mois plus tard. Roigada, Donphan et Farum sont dévoilés, et c'est le TV Gamer qui officialise le nom complet du jeu, Pocket Monsters 2, Kin et Gin. Le Space World. Dans les années 90, ce salon incarne la grande messe annuelle de Nintendo. Pour résumer, c'est lors de la première édition, en 89, qu'a été annoncée la Super Famicom, version japonaise de la Super NES. Quant aux éditions suivantes, elles ont introduit les fans à des jeux comme A Link to the Past, mais ont aussi servi de fenêtre pour dévoiler de nouvelles consoles, comme la Nintendo 64. L'édition 97 du Space World, qui se déroule du 21 au 23 novembre, reste un moment fort dans l'histoire de Pokémon. En jeu de taille, c'est à cette occasion qu'ont lieu les premières finales nationales centrées autour du jeu vidéo, et où sera désigné le premier champion de Pokémon après plusieurs mois de tournois à travers le Japon. Mais la véritable star de ce Space World, c'est la démo des nouveaux jeux Pokémon, jouables sur place, jeux qui trouvent d'ailleurs leur titre définitif en s'émancipant du 2 pour devenir Pocket Monsters, Or et Argent. La Game Boy Color n'étant pas encore d'actualité en 97, on s'aperçoit que cette version bêta a été développée pour la première Game Boy, et si les monstres de poche apparaissent en couleur, c'est parce que la démo est jouable via Super Game Boy, un accessoire qui permet de relier sa console portable à la Super NES. Pouvant tester la démo pendant 10 minutes ou 5 minutes en période d'affluence, les joueurs sur place découvrent Pokémon sous un nouvel angle. Entre autres, de nouveaux monstres font leur apparition, les créatures deviennent sexuées et reproductibles, ou encore, les Pokémon peuvent tenir des objets, comme indiqué par le professeur Chen dans le manuel d'utilisation fourni sur place. Pokémon Or et Argent sont décrits comme terminés à 80% et annoncés pour mars 98, dans 4 mois seulement.
Une petite bombe pour les Pokéfans, pourtant les choses seront bien différentes. Mais il est temps de se plonger au cœur de cette démo pour voir en quoi elle diffère des versions finales et avoir un aperçu des intentions des développeurs à ce stade. La démo commence dans l'énigmatique Silent Hill, à l'ambiance inquiétante. Ce qui frappe, c'est que Silent Hill est directement inspiré de Shizuoka, ville qu'on trouve dans la région de Chubu, accolée à l'ouest de la région de Kanto. Une inspiration limpide dans le sens où le nom japonais de Shizuoka signifie colline silencieuse. L'histoire fait suite aux événements de Pokémon Rouge et Vert. La Team Rocket est encore active et Giovanni en est toujours le leader. Dans ce qui s'apparente à une version bêta de Doublonville, le joueur le rencontre au sommet de la tour radio. Détail super intéressant. Au cours de son voyage, le joueur peut s'équiper d'un skate et parcourir la carte tel un Tony Hawk. Faut dire qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, l'engouement autour de la discipline était très fort. Durant sa partie, le joueur peut tomber sur un imposteur se faisant passer pour le professeur Shen. A noter que cette figure apparaît dans le jeu de cartes à jouer, l'anime ou encore le manga, mais qu'elle sera finalement enlevée de la version finale d'Or et Argent. Red, quant à lui, est devenu le maître de l'arène de Kanto, ce qui soulève un point intéressant. Dans la bêta, Kanto est réduite à l'état de métropole, où plusieurs villes tirées de la région d'origine se sont agglomérées pour n'en former qu'une. Vraiment bizarre, et le moment est d'ailleurs bien choisi pour parler de géographie. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la bêta du Space World ne calque pas sa carte sur une région, comme ça avait pu être le cas dans les premiers jeux, mais se base sur l'entièreté du Japon. Au nord-est de Silent Hill, on trouve la localité de Blue Forest, calquée sur la ville d'Aomori qu'on traduit par Forêt Bleue, tout au nord de l'île d'Honshu. A l'opposé, on retrouve une ville exotique abritant des pyramides et dont l'équivalent serait Fukuoka, au sud de l'île de Kyushu. Si ces singularités étonnent quand on sait ce que sont devenues les versions or et argent, la plus grosse surprise reste du côté des 100 nouvelles créatures trouvables dans la bêta. Difficile d'en faire une analyse détaillée ici, mais on va passer quelques-uns de ces Pokémon en revue en distinguant deux catégories. Les Pokémon qui ont changé de design. Plusieurs Pokémon ont vu leur concept changer depuis la bêta du Space World. C'est le cas de Noirfang, des Manta, Lipouti, Elekid et Magby par exemple. Pichu aussi semble bien différent de sa version finale et évoque la version bêta de Pikachu, ronde et basée sur le Daifuku, une pâtisserie japonaise. Cisaillox arbore un beau vert de jade, teinte qu'il troquera plus tard contre le rouge. Marill apparaît en rose, mais c'est visiblement sa version chromatique que les développeurs préféreront. Le Tarpo de la bêta a des airs de prototype en comparaison avec sa version définitive. Le cas de Remora est particulièrement intéressant puisque l'affiliation aux armes à feu était bien plus marquée. Quant à la lignée de Granivol, celle-ci présente quelques singularités vis-à-vis de ce qu'elle deviendra par la suite. Les noms des créatures contiennent tous le mot Neko, ce qui peut aussi bien se traduire par racine ou par chat, une association qui semble résumer le concept derrière ces Pokémon. Porygon 2, quant à lui, n'en a que le nom, il s'inspire de Pont de Lion, la mascotte de Mr. Donut, et finalement le design sera complètement revu, probablement pour des questions de droit. Rai, N et Sui étaient à la base envisagés comme des chiens légendaires, et leur apparence avait peu de rapport avec Raikou, Entei et Suicune. Quant à Girafarig, le Pokémon possède une deuxième tête identique à la première dans la bêta, ce qui vient justifier le palindrome de son nom japonais et international. La créature possédait d'ailleurs une préévolution, Twins, qui a finalement été abandonnée, ce qui nous amène à notre deuxième catégorie de monstres. Les Pokémon abandonnés. Lors de la bêta du Space World, les starters n'étaient pas du tout ceux qu'on connaissait. L'évolution de Germignon, Anagomura, a été remplacée par Macronium. Les starters feu, sorte d'ours en peluche, se sont fait détrôner par la famille d'Érysandre, et les 3 Pokémon hauts de départ ont été délaissés pour Caminus et ses évolutions. Plutôt que d'être substitués, d'autres concepts de Pokémon ont simplement été oubliés. Parmi eux, on peut citer Kotora et Raitora, 2 tigres électriques, Wolfman et Warwolf, 2 loups polaires, ou encore Rinrin et Berurun, 2 chats faisant probablement doublon avec 8 autres Pokémon de cette génération, basés eux aussi sur des chats et supprimés à la suite. Turban, le coquillage sur la tête de Rwagada constitue un Pokémon à part entière, à l'image de Coquillas pour Flagados, mais ce dernier ne sera pas gardé. Ce qui est flagrant en survolant les créatures de la bêta, c'est que 35 bestioles sont liées à celles de la première génération. 17 de ces évolutions ou pré-évolutions passeront à la trappe. Pas de bébé Goupix donc, ni de bébé Sac de Nœud, de bébé Ponyta, de bébé Tadmorve ou encore de bébé Caninos. Sur le modèle d'Ortide et de ces 2 évolutions possibles, Boostiflore aurait pu évoluer avec une pierre poison, créant une contrepartie à Joliflore. Quant à l'évolution de Canartichaud, Madame, celle-ci s'est faite recaler, tout comme l'évolution de Scarabout. Enfin, 4 de ces Pokémon abandonnés pour Or et Argent seront réintégrés bien des années plus tard après un petit ravalement de façade. Parmi eux, les prototypes de Boule de Nœud, Mime Junior, Coup de Langue et Filali.
Au final, plus d'une quarantaine de monstres du Space World passeront à la trappe, tandis que 55 de ces bestioles serviront de base ou seront intégrées telles quelles dans la version d'arrivée. D'ailleurs, petite interrogation, pourquoi est-ce que le prototype de Tyrannosif qu'on a pu voir auparavant dans le microgroupe a été recalé de cette version démo pour être réintégré dans les versions finales? Bref, entre le Space World et les jeux finaux, 50 Pokémon devront être créés. Parmi ceux-ci, la lignée d'Éricendre, les starters de type O ou encore Lugia. Difficile alors d'imaginer ce que serait devenu Pokémon si le jeu était sorti en l'état. Avec une région inspirée de l'entièreté du Japon et un grand nombre de Pokémon bébés, on retrouve à ce stade la volonté d'achever un univers entamé par Pokémon Rouge. Une ambition qui ne durera pas. Fin 97 chez Game Freak, on voit l'année à venir comme celle de la consécration. Pokémon Or et Argent doivent sortir au mois de mars, le premier film est prévu pour juillet et les jeux sont en passe de s'exporter à l'international. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. Premier choc, l'animé voit sa diffusion s'arrêter pour une durée indéterminée suite aux vagues de crise d'épilepsie causées par l'épisode sur Porygon. Seconde surprise, Game Freak annonce début mars, via le site officiel de Nintendo, le report de Pokémon Or et Argent, sans nouvelle date de sortie. Nous avons travaillé très dur sur le développement de Pokémon Or et Argent en vue d'une sortie fin mars, mais nous sommes dans l'incapacité de respecter ce délai. Toutes les personnes impliquées sur le projet travaillent d'arrache-pied, mais augmenter le nombre de créatures, de capacités et implémenter de nouvelles fonctionnalités afin de créer un univers encore plus intéressant a pris un peu plus de temps que prévu. Dans cet effort de tous les jours, certains d'entre nous ont fini par se ruiner la santé. Repousser la date de sortie était donc inévitable. Nous vous offrirons aussi vite que possible une version bien supérieure à ce que nous avions présenté au Nintendo Space World 97. En attendant, nous vous prions de bien vouloir nous accorder votre compréhension et votre bienveillance. En effet, la petite équipe de développeurs trouve cette suite en dessous de ses attentes, trop proche des premières versions et souffrant d'un manque manifeste de créativité. Surtout, il est décidé à ce stade de passer sur Game Boy Color, une console qui ne sera commercialisée que fin 98 au Japon. Satoshi Tajiri décide donc de prolonger le développement, quitte à bouleverser tout le plan de com mis en place depuis des mois. Le business étant le business, le report des jeux et la sortie prochaine du premier film Pokémon pousse Nintendo à commander une nouvelle version codable rapidement au studio de Game Freak. Basé sur l'animé et dédié à Pikachu, il s'agit de la version jaune qui apporte peu de nouveautés, les principales étant la possibilité d'être suivi par Pikachu durant son aventure, tout comme Sacha dans l'animé, ainsi que l'arrivée de Jessie et James dans les rangs de la Team Rocket. Pendant ce temps-là, Nintendo finalise l'export de Pokémon à l'étranger. En plus du travail sur la version jaune, Game Freak doit alors revenir sur les versions rouge et bleu destinées au marché américain. Submergé par la multiplication des chantiers, le projet Or et Argent est une nouvelle fois mis en suspens. Le 16 avril 98, après 4 mois de blackout, l'animé reprend enfin à l'épisode 39. Au revoir Pikachu. 2 mois plus tard, et pour mettre les fans en appétit, l'épisode 50 révèle le Pokémon Togepi au grand public. Au mois de juillet, ce sont Marill et Snubbull qui sont mis en avant dans le court-métrage précédent le premier film, Les Vacances de Pikachu. Don Fan, lui, fera une brève apparition au début du long métrage. D'ailleurs, la version jaune qui devait calquer sa sortie sur celle du film prendra du retard et ne débarquera pas avant le 12 septembre 1998 au Japon, décevant les fans qui attendaient une véritable suite plutôt qu'une réédition. Enfin, les versions occidentalisées de Pocket Monsters, Pokémon Rouge et Bleu, paraissent le 28 septembre 1998 aux États-Unis et sont un succès total. En se débarrassant de ses projets annexes, le studio de Satoshi Tajiri peut se recentrer sur Or et Argent. Dans la tour Carotte, où siègent les locaux de Game Freak, la petite équipe de développeurs est sous pression. Toutes les semaines, Satoshi Tajiri doit passer du temps à accorder ou refuser des licences à une montagne de produits dérivés. Les médias américains font tout pour le joindre et le créateur de Pokémon se sent étouffé par son succès. À côté de ça, Nintendo et les fans japonais le pressent d'achever Pokémon Or et Argent. Submergé, sous pression, épuisé, Tajiri passe de moins en moins de temps au studio et commence à travailler depuis chez lui. Compositeur sur Pokémon Or et Argent ainsi que sur un jeu en parallèle, Junichi Masuda est alors promu co-réalisateur dans l'espoir de redynamiser le développement et d'endiguer le manque de créativité des troupes. Sa première mesure est drastique. Il abandonne l'idée de placer l'action dans un simili-Japon pour se concentrer sur une région unique. Le Kansai, berceau de Kyoto et d'Osaka. Son équipe et lui partent alors en repérage pour approfondir leurs recherches. Question qui se pose, pourquoi se focaliser sur le Kansai seulement? Il est légitime de penser qu'au vu du succès phénoménal de Pokémon venant juste de débarquer aux États-Unis, on commence à envisager Pocket Monsters autrement que comme un one-shot. À la fin de l'année 98, et même s'il reste du chemin à faire, Pokémon se dirige vers sa métamorphose en franchise. Limiter la zone explorée au Kansai permet ainsi d'appréhender les autres régions dans d'éventuels futurs jeux de la licence. Ce qui nous amène à HAL Laboratory.
Pendant la conception d'Or et Argent, le studio s'occupe du développement de Pocket Monster Stadium, jeu Nintendo 64 paru seulement au Japon et préquel du Pokémon Stadium exporté dans le monde entier. Satoru Iwata, président de HAL Laboratory mais avant tout programmeur, se montre alors d'une aide indispensable. Il analyse le code des premiers jeux Pokémon en un temps record, ce qui permet de l'intégrer au système de combat de Pokémon Stadium, mais ce qui facilite aussi la localisation de Rouge et Vert à l'étranger, enlevant une épine du pied de Game Freak. Constatant le génie d'Iwata, Masuda fait appel à lui pour une tâche supplémentaire, développer un outil de compression permettant d'insérer toutes les données de Pokémon Or et Argent dans une cartouche Game Boy Color, ce qui a très certainement permis à Game Freak d'ajouter la région de Kanto à côté de Johto dans le jeu, ça plus le doublement des capacités de la cartouche dû au passage sur Game Boy Color. Ayant tous les outils en main pour développer Pokémon Or et Argent, Game Freak peut enfin sortir la tête de l'eau et entamer sa dernière ligne droite. Alors qu'en studio le développement avance et qu'on annonce les jeux pour juin 99, avant de repousser la sortie en fin d'année, une campagne de pub massive est mise en route via divers supports, en commençant par l'anime. En janvier 99 et après 80 épisodes, le premier arc touche à sa fin et conclut le voyage vers la Ligue Indigo. Pour ménager l'attente des fans avant la sortie d'Or et Argent, les producteurs de la série lancent un arc filler. Il s'agit bien sûr des épisodes autour de l'archipel Orange, qui s'étaleront sur 9 mois et réintroduiront quelques Pokémon de première génération sous une forme exotique, ce qui attisera la curiosité des fans. Sacha découvrira l'Onyx de cristal, croisera des Papillusions et Rafflesia au motif singulier et débarquera sur une île entièrement peuplée de Pokémon roses. Au-delà de ça, l'arc des îles Orange s'occupera surtout de poursuivre le teasing autour de la génération à venir. La GS Ball formera le centre de l'intrigue sans jamais dévoiler ses secrets. Quant à Marill, que les fans avaient pu voir dans le court-métrage Les Vacances de Pikachu, le Pokémon sera réintroduit dans l'anime comme le compagnon de Jackie. Côté presse, c'est le Koro qui se charge de teaser les jeux à venir, et cette fois à juste titre. Le numéro d'avril 99 dévoile des images des jeux définitifs et les fans découvrent enfin qu'Or et Argent seront portés sur Game Boy Color. Le Koro de mai, quant à lui, affiche les premières images du mini-film Pikachu à la rescousse qui précédera le deuxième film et introduira Jolifleur. Au mois de juin, le Koro continue d'alimenter la hype et révèle Lugia au grand public. Pokémon 2, le pouvoir est en toi, sort au Japon le 17 juillet 99 et devient l'anime le plus rentable de l'année. La carte du mur antique distribuée la semaine de sortie crée un sentiment d'urgence et les fans se jettent sur le film. En octobre 99, un mois avant la sortie des jeux, les 6 premiers épisodes de la nouvelle saison d'anime sont diffusés au Japon et achèvent le marathon publicitaire transmédia en faveur des nouveaux opus de Game Freak. Après 3 ans et demi de développement, Pokémon Or et Argent sont enfin lancés. Pokémon Or et Argent sortent le 21 novembre 99 au Japon. Pour anticiper l'invasion de cette nouvelle salve de monstres, Nintendo avait prévu de livrer 3 millions de cartouches dès le lancement, anticipant 8 millions de ventes sur le territoire japonais. Des plans bouleversés par le séisme du 21 septembre 1999 à Taïwan. Provoquant plus de 2000 morts pour 11 000 blessés, une grosse partie des usines de Nintendo étaient situées sur l'île. Au final, ce sont 1,5 million de cartouches qui sont livrées au matin du 21 novembre. Entravée, la firme craint une pénurie et publie un communiqué de presse demandant aux joueurs de n'acheter qu'une seule des deux versions. Une partie des publicités promouvant les jeux souligne l'attrait des adultes pour la licence. Une femme seule dans sa chambre devient extatique quand son œuf Pokémon éclot. Le mécanisme des œufs doit probablement son succès au fait qu'il renvoie à la maternité, mais aussi dans ce qu'il s'inscrit sur les pas du Tamagotchi, jeu électronique sorti en 96 et véritable phénomène avant Pokémon. D'autres pubs démontrent que les enfants sont toujours le public privilégié de la franchise et que l'ancrage de Pokémon dans le monde réel est déjà une composante majeure du marketing de Nintendo. L'aspect aventure est plus que jamais mis en avant. Concernant l'accueil des jeux, le Koro salue la connectivité avec les opus précédents via le bloc temporel, une fonctionnalité qui sera moins soulignée par les médias occidentaux lors de la sortie des jeux en Europe et aux États-Unis. Le mensuel japonais fait également l'éloge des autres nouveautés comme la reproduction ainsi que le Pokématos qui permet de combattre une nouvelle fois des dresseurs croisés au cours de l'aventure. Dernière nouveauté à jouer un rôle dans la popularité des jeux, les Pokémon Shiny. Avec Léviator Rouge comme premier Shiny officiel, leur rareté a déchaîné les joueurs japonais au point que le magazine Famitsu lance un concours autour du phénomène à la sortie des jeux. On peut dire que les Shiny ont joué un rôle de catalyseur similaire à celui de Mew pour les versions rouges et vertes, probablement de par leur caractère quasi unique. Au final, Famitsu attribue la note de 33 sur 40 à Pokémon Or et Argent. Une belle avancée puisque les versions antérieures n'avaient récolté qu'un petit 29 sur 40. Enfin, ce sont 5 millions d'exemplaires qui partent en 6 semaines, contre 6,5 millions de copies sur le sol japonais en 6 mois. En comparaison, 10 millions de cartouches avaient été vendues au bout d'un an après le lancement des versions rouges et vertes. Les résultats se valent et montrent que la Pokémania ne faiblit pas au pays du soleil levant. Reste à voir comment les jeux seront reçus en Occident. Le virus Pokémon met du temps pour traverser le Pacifique.
Les Américains découvrent les monstres de poche en 98, 2 ans après le lancement de la franchise au Japon, alors que les Européens font leur premier pas au Bourg-Palette fin 99. Transis par les créatures de Game Freak, les plus jeunes sont extatiques et les rumeurs les plus dingues commencent à faire le tour des cours de récré. Courant 99, alors que l'anime puis le film introduisent Marill aux spectateurs japonais, une rumeur gagne le net encore à ses balbutiements et se propage par le bouche à oreille de l'autre côté du Pacifique. Un Pokémon aux airs de Pikachu bleu aurait été aperçu, et les enfants américains qui ne savent même pas que les versions or et argent sont en préparation continuent d'alimenter les réseaux. Pikablue serait en fait l'évolution de Raichu lorsqu'on lui donnerait une pierre eau. Le téléphone arabe faisant son effet, en France, c'est la rumeur du Pikachu vert qui envahit les cours de récré. Outre-Atlantique, les fans les plus informés finissent par trouver des réponses à leurs questions. En Amérique du Nord, et particulièrement sur la côte ouest états-unienne, la communauté japonaise est importante, ce qui explique l'existence de nombreuses boutiques d'import. Ces lieux deviennent prisés par les fans hardcore qui découvrent en avance les jeux de deuxième génération et Pikablue, qui n'est donc pas caché dans les premiers jeux, mais qui est une créature du nom de Marill. L'import reste surtout un phénomène américain, la communauté japonaise y contribuant largement. Quant à l'Europe, c'est sur émulateur que les joueurs les plus vénères découvrent les prochaines versions. Par contre, anecdote rigolote, c'est que du coup, moi, je téléchargeais des ROM de jeux Pokémon, traduites en français de manière un petit peu détournée, et du coup, j'avais les jeux en avance, avant même que les gens sachent qu'un nouveau jeu Pokémon allait sortir. Du coup, quand je disais « Hey, j'ai Pokémon Or et tout ça, j'ai la génération 2, c'est super, je suis trop content », personne me croyait en fait, parce que tout le monde me disait « Mais non, mais t'as complètement craqué, il y a que la bleue, la rouge, là, il faut que t'arrêtes tout de suite. » Donc voilà, j'ai été pris pour un menteur toute ma jeunesse grâce à Pokémon. Merci. Aux États-Unis, le deuxième film débarque en juillet 2000 et génère 20 millions de dollars sa semaine de sortie, contre 31 millions pour Mewtwo Strikes Back. L'engouement est légèrement moindre, mais ça n'en reste pas moins un carton. Lugia, Roi Gada et la carte spéciale Mew font beaucoup de bruit et permettent à la deuxième génération d'émerger dans le paysage culturel. Pokémon Or et Argent trouvent leur date de sortie au 15 octobre 2000 et les joueurs se ruent sur les précommandes qu'ils font grimper à 600 000 exemplaires. Mais le plus remarquable, c'est le Pokémon Tour. Pour clôturer l'événement, Nintendo of America se paye le luxe d'organiser la fête de lancement des jeux à Fort Knox, la plus grande réserve d'or des États-Unis. Recently, Nintendo introduced the highly anticipated gold and silver color titles at the official launch event at appropriately Fort Knox. Uh-oh, here comes our official, ladies and gentlemen. He's got the special keys. He's going to open the door, and I guess what is going to be inside there. Hey, now, get ready, everybody. Everybody, ladies and gentlemen, boys and girls, kids from across the world. Good job, you guys. Whoa, good job, you guys. More than 1,000 local kids participated in numerous games and were the first in the U.S. to play the American versions of the new Pokemon games, as well as upcoming titles such as Hey You Pikachu. Well, Nintendo's so excited to be in Fort Knox. We're launching our Pokemon Gold and Silver Game Boy games, and what better place than the home of the nation's largest gold reserve. During the festivities, Pikachu arrived accompanied by armed security guards to officially deliver the first copies of Pokemon Gold and Silver to U.S. fans. Kids at the event were guided through a variety of games and fun-filled activities. Also on hand were Nintendo's 5 Pokemon Tour Cruisers, customized to look like Pokemon Luigi. The Pokemon Gold and Silver is the most anticipated video games in history. We have pre-orders of nearly 1 million copies. Sony may have the PS2, Sega the Dreamcast, but Nintendo's Pokemon has become the world's dominant video game franchise. Craig Harris d'IGN donne au jeu la note rarissime de 10 sur 10 et déclare « Aussi énormes qu'étaient les jeux originels, Pokémon Or et Argent les surpasse grâce à de nouveaux éléments de gameplay et d'autres nouveautés. Il y a tant d'ajouts dans le design que c'est impossible de tout lister. » En tout, ce sont 1 400 000 exemplaires qui trouvent preneur aux États-Unis la semaine de lancement, faisant alors de Pokémon Or et Argent les jeux au démarrage le plus rapide de tous les temps. Du côté de l'Europe, des Hummers sillonnent les capitales pour livrer les jeux le jour de leur sortie. En France, jeuxvideo.com attribue une note de 16 sur 20 à Or et Argent. Le rédacteur de l'article précise « Il est difficile de comprendre l'engouement pour les titres Pokémon si l'on n'a pas soi-même pris la peine de tenter l'aventure. Pokémon est un titre addictif qui passionne tous ceux qui s'y adonnent quelques minutes, et pas seulement les enfants. » L'accueil commercial est largement au rendez-vous avec plus de 23 millions d'unités vendues à travers le monde. Et bien que la Pokémania finisse par s'épuiser après 2001, la réussite d'Or et Argent installe Pokémon comme une franchise faite pour durer, non seulement sur le plan vidéoludique, mais aussi sur le plan commercial. En 2001, Tsunekazu Ishihara repense entièrement la Pokémon Company.
D'abord créée pour la gestion des Pokémon Center, l'entreprise gère désormais toutes les affaires autour de Pokémon. Un gros point en moins pour Game Freak qui peut se concentrer sur le développement des jeux et ne plus endosser 50 casquettes, comme ça a pu être le cas de 96 à 99. Pokémon est maintenant une franchise structurée, bien loin de ses débuts quand une bande d'amis codait dans l'appartement de Tajiri sur leur temps libre et accumulait les nuits blanches. Encensé pour sa gestion intelligente du développement d'Or et Argent et ainsi chargé de diriger les jeux à venir, Junichi Masuda se retrouve face à un défi de taille. Comment redonner un vent de fraîcheur à une franchise extrêmement populaire mais dont les heures les plus glorieuses semblent passer? Sera-t-il possible un jour de retrouver la folie de la Pokémonia? Y arriveront-ils avec la prochaine génération de Pokémon? Y arriveront-ils un jour, tout simplement? Tant de questions qui méritent d'être translucidées.